Au menu ce soir, premier affrontement de la série numéro 3. Est-ce que le CH va réussir à garder la cadence? C'est ce qu'on surveille. Les nouvelles restrictions sanitaires américaines face à l'Ebola forcent un avion d'Air France à se poser à Montréal. Et accusé de crimes sexuels, l'avocat Daniel Rochefort a entretenu des liens étroits avec des concours de beauté. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et bienvenue au Débatteur. Autour de la table en ce jeudi, on retrouve Alain, Elisabeth, Rick est avec nous ce soir et notre invitée, la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ben oui, hier, un petit coucou dans le 22 h pour parler de la victoire. Puis ce soir, assise comme ça autour de la table pour débattre. Alors, bonsoir à vous quatre. Je vais avec les mots de l'actualité d'Elisabeth et d'Alain. Elisabeth, dernière. C'est la dernière ce soir de Stephen Colbert à la tête donc du Late Show, une émission en fait qui était en ondes depuis plus de 30 ans, qui avait été animée par David Letterman pendant très longtemps. Stephen Colbert était là depuis plus de 10 ans. On sait qu'il était très critique de Donald Trump. CBS a annoncé la fin de son émission. On dit que ça n'avait pas rapport avec Donald Trump, que c'était uniquement des questions financières. Oui, mais c'est vraiment la fin donc c'est une page d'histoire parce que cette émission-là est vraiment une émission culte aux États-Unis. Alain, victoire. Là, on ne parle pas de la victoire de la victoire. Exactement, de l'équipe La Victoire. C'est une victoire pour la ville de Laval qui a reçu le maire Boyer un téléphone du ministre Champagne lui disant qu'il allait lui remettre le 1,1 million à cause de l'histoire du maire Vaillancourt. On obligeait la ville à payer les impôts non payés par le maire Vaillancourt. Donc, le gouvernement du Canada va donner un crédit de 1,1 million pour éviter que les citoyens aient à payer pour les vols de cet ancien maire. Donc, l'appel qui a été entendu. En fait, parce qu'il avait dénoncé comme cette Québec. situation-là. Québec, il l'avait fait en passant. En effet. Une victoire, je pense que c'est ce qu'on souhaite aux Canadiens ce soir, qui sont maintenant en finale de l'Association de l'Est. En tout cas, le premier match a bien commencé pour le Canadien. Montréal mène présentement 4-2 devant les Hurricanes. Et même si la partie a lieu en Caroline, les partisans du tricolore sont réunis un peu partout, vous l'imaginez, à regarder ce match-là. En famille, entre amis. On va aller retrouver notre journaliste Elliot et notre vidéaste qui est Joey, qui est avec lui du côté de la brasserie sportive chez Miller. Elliot, les partisans en ont pour leur argent. Absolument, Michel. Le début du match était carrément débile. Là. Dans la première minute de jeu, c'était déjà 1-1. Puis ensuite, quelques instants plus tard, les Québécois ont vraiment fait un coup de magie. Là. Philippe Danault qui a marqué avec l'aide d'Alexandre Carrier. On s'est même rendu jusqu'à 4-1 là, en cette première période. Alors vraiment, le début du match était quelque chose. Oui, et là, t'es à l'extérieur, t'as passé une partie de la soirée à l'intérieur. Ça ressemble à quoi, justement, en dedans? J'imagine qu'il y a de l'ambiance, hein? Oui, il y a de l'ambiance. Là, en ce moment, on est à l'entracte entre la deuxième et la troisième période. Alors, les gens sont sortis à l'extérieur. Mais je t'assure, Michel, là, là, ça va avoir l'air d'un bar régulier, mais quand le match est en cours, là, les cloches se font aller, les gens crient après la télévision. Bref, il y a vraiment beaucoup d'ambiance. Je vous laisse même regarder le quatrième but du Canadien. Là, vraiment, c'était quelque chose. Michel, regarde ça. On écoute. Alors vraiment, là, les Canadiens, quand ils gagnent, c'est bon pour la business, pour les restaurateurs, les bars sportifs. Je suis avec le gérant, justement, de la brasserie chez Miller. J'imagine que tu souhaites que le Canadien gagne en 7. Plus de matchs, c'est bon pour vous. Ben, en tant que restaurateur, c'est sûr que oui, mais en tant que fan des Canadiens, moi, j'aimerais ça en 5. Mais c'est sûr que 7, c'est ce qui est le mieux pour la business. On va commencer par le match de ce soir. Ce soir, 4-2 pour l'instant. On est en deuxième période. On s'en va en troisième période. C'est quoi tes prédictions pour le match? Et pour moi, ça finit 6-2 Canadiens. 6-2 Canadiens, Michel. On se croise les doigts. On va surveiller ça. On te laisse poursuivre ta couverture du match. Merci beaucoup, Elliot. Bye-bye. Bonne soirée. Bon, d'un premier match quand même. À date, c'est pas terminé. Geneviève, je vais te faire parler là-dessus en premier, mais ça commence bien. Qu'est-ce que tu retiens là, jusqu'à maintenant de ce match? Moi, je ne suis pas étonnée de ce qui se passe présentement avec le Canadien de Montréal. Je prédis bon pour la business, on vient de le dire, Canadien en 7. En 7. Donc, c'est ce que je pense. Et cette pause de 12 jours pour les Canes, je pensais pas que ça allait être avantageux pour eux. Et je pense que le momentum est vraiment du côté du Canadien de Montréal. Et je
je pensais aussi que Cole Caulfield allait briller dans cette série, peut-être un peu moins robuste, et a marqué le premier but. Bon, justement, on avait peur un peu avec cette longue pause des Hurricanes. On se disait ça va pas nécessairement aider le Canadien, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour l'instant, en tout cas, non. Mais il y a quelqu'un autour de moi qui est à la retraite présentement quand même et qui m'a dit que si la série s'étire et que ça tombe en 7 matchs, ce serait à l'avantage des Hurricanes, par contre, parce qu'ils ont beaucoup moins de matchs dans le corps, sont peut-être moins fatigués que le Canadien. Alors, si ça se termine en 4-5, avantage canadien, si ça s'étire, possiblement que ça pourrait être les Hurricanes. Oui, donc papa qui a donné quelques conseils. Oui, c'est ça. Replaçons les choses. Ray, est-ce que tu fais partie des gens qui croient que c'est les Hurricanes qui vont gagner cette série-là? Non, je pense que les Canadiens vont gagner cette série-là. Ils ont une meilleure équipe, sont plus explosifs, plus jeunes aussi, puis une certaine arrogance qui leur donne totalement confiance, peu importe l'adversaire. Oui. Alain, tu t'attends à quoi, toi? C'est quoi tes prédictions? En 7, puis moi, pour la business, je dirais en 7, mais avec des prolongations. Parce que le monde reste encore plus longtemps dans les bars. En 7, parce que la Caroline ont démontré qu'ils étaient capables de perdre contre le Canadien pour la saison. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'humeur. D'autres choses qui ont été bon pour l'humeur, c'est l'autre équipe de hockey montréalaise, la Victoire qui est devenue championne hier soir. Et les joueuses étaient de retour dans la métropole aujourd'hui avec la Coupe Walter en main. Plusieurs partisans étaient sur place pour les accueillir. Il y a un défilé qui est prévu au début de la semaine prochaine pour célébrer leur triomphe de manière plus officielle. Merci beaucoup. On a ressenti votre énergie tout au long de la saison, mais surtout dans les séries, les initiatives qui sont mises à travers le Québec pour parler de la victoire de Montréal. Le pouvoir d'être là derrière nous, pour nous, on peut sentir et on vous remercie encore. Alors, on a deux équipes, même passion pour le hockey. Fief des séries, est-ce que le hockey féminin suscitera un jour, selon vous, le même engouement que le hockey masculin? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre sur nouveau.info ou en balayant le code QR. Et n'oubliez pas de commenter également. Je change complètement de sujet pour parler de ce cas d'Ebola. En fait, les cas d'Ebola qui se multiplient là, au centre du continent africain en ce moment. Et il y a plusieurs pays qui ont adopté des mesures pour freiner l'épidémie. C'est le cas des États-Unis qui ont mis en place de nouvelles restrictions. Il y a des passagers qui ont d'ailleurs été pris de court. Hier, il y a un vol en direction de Détroit avec un passager congolais à son bord qui a dû être détourné vers Montréal. Reportage, Sabrina Rivet. En raison des restrictions d'entrée mises en place pour réduire le risque lié au virus Ebola, ce passager n'aurait pas dû monter à bord de l'avion. C'est ce qu'a indiqué l'Agence de services frontaliers des États-Unis. Le vol en partance de Paris devait atterrir à Détroit, mais a finalement atterri à Montréal. No one told us what was actually happening, just that U.S. authorities were diverting us to Montreal. They're being diverted and they won't give you a reason, and you notice that all the flight attendants have masks on now. De son côté, Air France mentionne que le vol a effectivement été dérouté à la demande des autorités américaines, mais qu'il n'y avait pas d'urgence médicale à bord. Cette semaine, les autorités américaines ont précisé que les passagers qui proviennent de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda ou du Soudan du Sud peuvent seulement accéder en sol américain en passant par l'aéroport de Washington-Dulles. But does not apply to U.S. citizens or lawful permanent residents, which will still be screened. En raison de ces nouvelles normes, le passager a dû quitter l'avion à Montréal et a été redirigé vers Paris. La personne a été débarquée, été mis en isolation et a besoin d'être, bien sûr, surveillé pour le développement de symptômes et serait dépisté, ça c'est sûr. Ensuite, selon l'aéroport de Montréal, le vol est reparti vers Détroit avec tous les passagers. Mais historiquement, les mesures les plus efficaces demeurent la détection rapide, l'isolement des cas, la recherche des contacts et la protection des travailleurs de la santé. C'est un petit peu ironique parce que qu'est-ce qui va être très important, qu'est-ce qui aurait probablement un impact plus important, c'est de financer le soutien et la préparation contre les maladies infectieuses émergentes que les Américains ont coupé. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, My job allows me to offer hope, but not to lie. We are currently working on the vaccine. L'Ebola a fait maintenant plus de 130 décès et plus de 600 cas probables. Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Alain, est-ce que, selon toi, on doit s'inquiéter de l'arrivée possible de ce virus-là au Canada? Pour l'instant, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il faut cependant surveiller la situation de façon extrêmement rigoureuse, mais j'ai confiance en Santé Canada puis aux intervenants là, de santé publique là, pour faire le suivi nécessaire. Oui. Ray, est-ce que, selon toi, on devrait être plus strict avec ce genre de menaces-là? On voit qu'il y a des pays qui le sont. Bien, je pense que si on n'a pas appris notre leçon de la dernière fois, là, à savoir que c'est pas 3-4 mois plus tard qu'il faut réagir avec des restrictions, il faut le faire tout de suite.
Malheureusement. Tu sais, tu avais le hantavirus là, sur une croisière il y a quelques semaines. Là, tu es dans l'Ebola. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Moi, je pense qu'il faut être très prudent, plus sévère que jamais, si on ne veut pas se retrouver dans le même... Il faut quand même dire que le type de propagation du virus d'Ebola, c'est pas le même que la COVID. Hein? Exact, c'est pas la même chose. C'est liquide corporel, donc c'est pas l'air comme la COVID-19. Et si tu as pas de symptômes, tu peux pas l'attraper, là, tu peux pas le donner aux autres là, aussi rapidement. Moi, en tout cas, je suis pas inquiète comme l'épidémie de COVID-19. Là. Bon, après la COVID-19, justement, on se demande, est-ce qu'on s'est assez questionné au Canada sur les bonnes pratiques à mettre en place là, en cas de nouvelle pandémie? Bien, c'est ça, moi, ma question. En fait, si on en est venu à la conclusion, après la COVID-19, qu'effectivement, c'était pas nécessaire de mettre des mesures supplémentaires, OK. Mais je doute que cet exercice-là a été fait pour tous les types de virus et je pense que c'est important de le faire parce qu'on a connu une pandémie mondiale qui a mis à terre l'économie pendant très, très longtemps, dont on souffre encore aujourd'hui, d'ailleurs. Il faut se questionner, là. Et on ne veut pas revivre une pandémie. Alors, on va suivre quand même les conseils des autorités sanitaires. C'est important de rester informé de tout ça. À Montréal, maintenant, c'était le retour en cours aujourd'hui de l'avocat Daniel Rochefort qui fait face, vous savez, à plusieurs accusations pour des crimes sexuels. Son enquête sur remise en liberté va se poursuivre demain. Et l'attention médiatique qui est portée à la cause a fait ressortir des éléments de son passé. Des recherches menées par Nouveau Info confirment les liens étroits que l'homme de 72 ans entretenait avec plusieurs concours de beauté auxquels participent des femmes, mais aussi des adolescentes. Daniel Rochefort est notamment désigné comme administrateur d'un de ces événements et on peut le voir dans plusieurs publications du concours là, sur les réseaux sociaux. Geneviève, comment tu réagis à cette histoire-là? Moi, je trouve ça profondément troublant, profondément choquant, avec ces liens, avec des événements où il y avait des mineurs, il y avait des jeunes femmes. Et j'encourage, s'il y a des victimes qui pensent se reconnaître, évidemment, à ne pas hésiter à dénoncer. Comme le SPVM avait justement appelé les gens à ne pas hésiter justement à porter plainte. Elisabeth, qu'est-ce que tu penses de ce genre de concours de beauté d'abord? Ben, je comprends pas. Je comprends pas. Quand on parle de personnes majeures, faites bien ce que vous voulez, là, ça me regarde pas. Mais des concours de beauté pour des adolescentes où on met de l'avant les attributs physiques d'adolescentes, où on récompense plus t'es belle, plus t'es... Je comprends pas quel message on envoie à ça et ça devrait pas exister. Alors, pour peu moi importe qui gravite autour, c'est pas le genre de concours non. que... Ça ne m'intéresse pas du tout, je comprends pas, puis ça n'a pas raison d'être. Alain, on constate que Maître Rochefort des comportements qui ont été comme soulignés, on pourrait dire, depuis très longtemps. Oui, puis moi, ce qui m'a troublé, c'est quand je lis dans ce qui a été mis en évidence qu'en 2017-2018, il y avait déjà eu des plaintes à l'Université de Montréal. Ça a été juste en 2020 que l'Université l'a suspendu. Puis 2 ans après qu'ils l'ont congédié. Fait qu'il me semble qu'il y a des plaintes qui ont dit qu'il faut croire les victimes lorsqu'ils parlent, puis qu'on fasse les enquêtes de façon prompte pour aller au fond des choses. Bien, les signaux étaient là depuis déjà très longtemps, puis je pense qu'il y a des adultes qui n'ont pas fait le travail pour protéger ces jeunes-là. En effet. Notre sondage express en ce jeudi, ça porte sur en fait, l'épidémie d'Ebola. On vous demande à ce stade-ci, l'épidémie d'Ebola, est-ce qu'elle vous inquiète? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, les moteurs de la F1 vont se mêler au hockey en fin de semaine pour faire vibrer Montréal. On a fait un tour sur le circuit Gilles Villeneuve aujourd'hui. On vous présente ça un peu plus tard à l'émission. Alors, à ce stade-ci, l'épidémie d'Ebola vous inquiète-t-elle? Vous avez répondu oui à 30 %, non à 70 %. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a annoncé ce soir un référendum sur la place de la province au sein du Canada. Il y aura lieu, ce référendum, en fait, le 19 octobre prochain. Il y aura plusieurs questions, dont une qui, vous allez voir, tenez-vous bien, elle est assez longue. L'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement d'Alberta doit-il s'engager dans la procédure juridique prévue par la Constitution canadienne afin d'organiser un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit ou non se séparer du Canada? Et vous retenez le premier mot? Alberta remaining in Canada. Despite my personal support for remaining in Canada, I am deeply troubled by an erroneous court decision that interferes with the democratic rights of hundreds of thousands of Albertans.
Oui, je dis, vous retenez la question, Alain, parce qu'elle est très, très longue, très complexe. Là, ce que je comprends, c'est que c'est une question parmi tant d'autres dans un premier référendum. Et selon la réponse, il pourrait avoir un référendum, un vrai, là. Tout à fait. Est-ce que cette question-là peut passer le test de la clarté référendaire? Si c'était la question référendaire, advenant le cas, qui gagne le 19 octobre ce référendum, puis on ne sait pas trop quand on lit la question, si on dit oui ou non, on est placé où? Honnêtement, ça ne respecterait pas, c'est sûr. Je suis convaincu, le gouvernement du Canada, avec leurs avocats, vont faire tomber ça. Donc, ça va être extrêmement difficile parce que Danielle Smith, elle a 3 gros enjeux. Il y a la colère des Albertains, il y a les gens qui veulent se séparer du Canada, puis certains qui veulent même aller s'annexer aux États-Unis, puis il y a l'avenir de Danielle Smith. Parce que là, on va décortiquer ça. Danielle Smith a répété à plusieurs reprises que l'Alberta doit rester dans le Canada. Donc, elle veut pas, elle n'est pas souverainiste, là. Elle n'est pas souverainiste, mais elle a mis en place les conditions pour qu'il puisse avoir un référendum. Donc, elle a diminué les seuils de 20 à 10 pour les signatures. Elle a augmenté le nombre de jours pour avoir le nombre de pétitions. Puis là, il y a plus de 300 000 Albertains qui ont dit « On veut une question claire. Voulez-vous que l'Alberta se sépare du Canada? » Donc là, le fait qu'elle ne réponde pas par cette question-là comme la pétition l'avait demandé, ces gens-là veulent la destituer. Donc, ils ont déjà annoncé qu'ils étaient insatisfaits de son travail. Tu parlais de grogne. Il y avait une grogne sur une question qui avait fuité en quelque sorte. Est-ce que tu penses que la question qu'elle a va calmer la grogne? Non. Là, de tous les bords, tout le monde est malheureux. Ceux qui veulent rester dans le Canada sont malheureux parce que ça va créer de la division. Le vécu là, au Québec, lorsqu'il y a un référendum, ce que ça peut faire, les chicanes puis les impacts économiques. Puis l'Alberta est une puissance économique pour le Canada. Ça pourrait leur faire très mal. Et advenant le cas que ça va pas bien, imaginez le Mark Carney qui n'arrête pas de faire des cadeaux puis d'être bon joueur avec l'Alberta, comment il pourrait reculer, là. Oui. Geneviève, tu as habité dans l'Ouest canadien. Tu sais qu'en Alberta, entre autres, il y a beaucoup de frustration en Alberta. Bien, c'est ce qu'on voit présentement. C'est la chicane dans la cabane en Alberta. Ça se passe pas très bien. Et je crois que du côté du Québec, ça peut peut-être donner un second souffle là, à ce discours souverainiste du côté du Parti québécois. Elisabeth, ces campagnes-là vont la nôtre, on pourrait dire la campagne provinciale et la campagne référendaire, ça va se faire simultanément. Est-ce que ça pourrait influencer le PQ? Bien, je pense que c'est un cadeau pour Paul Saint-Pierre Plamondon parce que ça justifie la pertinence de parler d'indépendance en disant, regardez, on n'est pas les seuls qui trouvent que ça n'a pas d'allure d'être dans le Canada. Regardez ce qui se passe dans l'Ouest. Donc, c'est un argument de pertinence d'en parler, disons, de cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne veulent pas en entendre parler d'indépendance, mais là, ça lui donne un argument. Donc, est-ce que tu y vois, Ray, un risque pour l'unité canadienne, d'autant plus qu'on va parler de souveraineté, de référendum dans 2 endroits? Oui, bien, Elisabeth a raison. Ça donne un peu un lift au Parti québécois dans cette situation-là, de regarder quelqu'un d'autre le faire, de dire on n'est pas seul à penser comme ça. D'un autre côté, je pense qu'il faut être prudent du côté des provinces avant de se diriger vers des idées indépendantistes comme ça. Il y a des grandes conséquences à ça de se séparer de En 10 secondes, est-ce que tu t'attends à une grosse influence de l'Alberta sur le Québec? Moi, je pense que ça n'ira pas bien pour le Parti québécois parce que ça vire mal, ce référendum-là, pour les séparatistes. Ça pourrait jouer contre eux. Donc, à court terme, c'est peut-être bon pour le Saint-Pierre Plamondon, mais à moyen long terme, je pense pas que ça va être payant pour lui. Oui, il serait intéressant de voir s'il y aura des commentaires sur cette question-là, M. Saint-Pierre Plamondon. Les élections d'automne, ça approche, de plus en plus, pendant que les péquistes et les libéraux multiplient les annonces de candidats vedettes. Il y a la CAQ, elle, qui est à la recherche de candidats, de jeunes candidats de moins de 30 ans pour pourvoir, en fait, 25 des 125 circonscriptions de la province. C'était, il faut le dire, une promesse de la première ministre, Mme Fréchette, pour trouver des candidats. Bien, le parti a décidé de lancer par courriel, en fait, un appel à tous. C'est ce qu'a obtenu la presse. On y invite les intéressés à envoyer leur curriculum vitae. Alain, Elisabeth, je vais vous entendre là-dessus. Bonne stratégie, le courriel, pour attirer les jeunes? Bien, je trouve ça drôle parce que disons que ça se bouscule pas aux portes pour être candidat à la CAQ. C'est ce qu'on comprend. Parce qu'un parti qui est en santé, qui va bien et qu'on pense qu'il pourrait potentiellement gagner les élections, tu dois choisir parmi plusieurs candidats. Là. Tout le monde veut se présenter. Là, c'est comme, hey, pouvez-vous, s'il vous plaît, envoyez-nous notre CV, parlez-en à vos amis, on a besoin de vous, s'il vous plaît. Hein? Là, on peut aller plus loin, là, sincèrement, Michel. Tu veux parler à un jeune. Moi, quand j'envoie mes jeunes adultes, mes 3 enfants, je leur envoie pas un courriel parce que ça peut être très long d'avoir des réponses. Mais par exemple, ils sont branchés sur TikTok, sur Instagram en temps réel. Fait que si c'était le cas,
Christine Fréchette aurait dû aller sur TikTok, dire aux jeunes, j'ai besoin de vous. Rapidement, est-ce qu'on cherche vraiment une relève à la CAQ ou on est en train de chercher des candidats poteaux? Moi, je pense qu'on cherche des candidats poteaux parce qu'il y a un gros problème de recrutement actuellement, tant ou longtemps qu'ils ne monteront pas plus dans les sondages. Vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat, écrivez-moi. Vous voyez mon adresse apparaître à l'écran. Et je vous rappelle que sur Crave, vous pouvez nous regarder en direct ou en rattrapage également. Vous voyez tous nos débats y sont. Oui, bien, on va parler, vous savez, il n'y a pas juste le hockey. En fin de semaine, il y a également la F1. C'était jour de porte ouverte sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Les fans de Formule 1 qui ont pu visiter les garages alors que les différentes écuries préparaient des voitures qui vont s'élancer sur la piste pour la première fois demain. Les pilotes aussi ont fait leur entrée sur le site. Mais le Grand Prix du Canada, ça se vit aussi au centre-ville, sur la rue Crescent, notamment, où un festival est organisé. Il y a jusqu'à 100 000 personnes qui vont s'y rendre jusqu'à dimanche. C'est de 11 h le matin à 11 h le soir, c'est 48 heures de festivités. On s'attend habituellement entre 550 et 100 000 personnes en 4 jours, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on a plus de monde ce jeudi que tous les autres années. Je pense que le soleil y était dû et le monde avait hâte. OK, là-dessus, Ray, est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne course cette année, selon toi? Moi, je pense que la F1 n'a jamais été aussi compétitive. Il y a toutes sortes d'attentes. Il n'y a plus de domination de Lewis Hamilton ou Max Verstappen. Des gars comme Antonelli, à 19-20 ans, gagnent 3 courses de suite. C'est inattendu. Ça, c'est bon pour l'intérêt, pour le classement. Les gens sont plus engagés parce que t'as pas de dynastie ou de domination. Fait que c'est très positif. Bon, Geneviève? Ça commence demain. Ah, ça je pense que tu vas être là en fin de semaine, toi. Ah, moi, j'étais déjà là aujourd'hui. Je vais être là demain. Je vais être là samedi, dimanche. Grande fan. Et moi, je trouve que ça va être super excitant. En plus, avec le Canadien de Montréal, en même temps, ça donne cette fièvre de sport à Montréal. Puis je pense pas que ça va donner cette ombre, peut-être, du côté penses pas, du toi, Grand Prix. Elisabeth, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y en a qui vont être déchirés là, entre le Canadien et le les deux, là, ben, je pense que si tu demandes aux Québécois de faire un choix, j'ai l'impression qu'ils vont choisir le Canadien dans le contexte actuel. Fait que peut-être que l'édition de cette année pourrait être un petit peu assombrie là, par la fièvre du Canadien présentement, potentiellement. J'ai l'impression que samedi soir, il va y avoir pas mal d'ambiance partout, là, parce qu'il va y avoir bien des choses à fêter. Ça demeure, pour finir, c'est le plus gros événement unique de l'année là, au Canada, dans un week-end. C'est vraiment large. Oui, et il y a énormément sur le plan économique. C'est important quand même, la F1. Beaucoup d'argent à Montréal. C'est très bon. Bon. Parlant de très bon, le Canadien, c'est 5-2 pour Montréal en ce moment. Troisième période, il reste une dizaine de minutes à faire. Alors, on se croise les doigts. Et là, on se prépare pour le grand débat. Ça commence dans 30 secondes.